Qu'est-ce qui se passe au début, pour moi, dans mon histoire, le rapport à la peinture. Alors, quand j'étais petite, puisque je voulais devenir peintre, j'ai commencé la peinture à l'école, à la maternelle, à 3 ans. À 3 ans, qu'est-ce qui fait un enfant? Déjà, il expérimente en permanence. Donc, c'était très sérieux. En fait, je me suis retrouvée dans une classe avec des pots de peinture, des couleurs, des feuilles, et j'avais un petit atelier dans mon coin parce que pour des raisons miraculeuses mais réelles, j'ai eu la chance d'avoir cette maîtresse en maternelle qui a vu que la peinture c'était un vrai investissement pour moi. Et donc elle m'a autorisée à avoir un coin dans la classe où je pouvais travailler tous les jours. C'est probablement pour des raisons personnelles, mais ça fait partie aussi de l'histoire de chacun. Euh, une œuvre, ça se construit aussi avec le terreau dans lequel on a poussé. Et j'étais dans cette classe avec mon frère qui parlait pas. Et donc la question, peut-être qu'il y avait cette contrainte qui a fait que je me suis engouffrée complètement dans ce langage de la peinture, dans cette pratique de la peinture comme une langue, comme une conversation ininterrompue avec ce médium. Et les enfants, ils jouent, mais ils peuvent être très sérieux aussi. Donc j'ai des souvenirs très sérieux de construction, de représentation avec ce dialogue. Ah oui, c'est là, qu'est-ce que j'ajoute, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça me raconte, comment je continue. Et, et à cet âge-là, la peinture ne fait aucune différence. L'expression, la représentation, qu'il n'y a aucune notion d'abstrait, figuratif, de la couleur, de l'écriture. Tout est absolument libre. Et tout est performatif. Le corps participe à cette espèce de mise en place d'une figuration, en fait, qu'elle soit abstraite ou figurative. Et le langage faisait partie de ça. Puis en plus, évidemment, j'étais très sensible au langage aussi parce que j'étais toujours à l'écoute de quelque chose qui ne venait pas et donc aussi du langage qui restait en suspens autour de moi. Donc j'ai continué à travailler la peinture de façon très libre et comme j'ai jamais eu de professeur de façon classique, puisque ensuite j'ai fait des études de vidéo aux Arts Déco, mes professeurs ont été les peintres que j'ai vus au musée. Et au musée, dans les livres, il y a des gens qui m'ont vraiment parlé et intéressé plus que tout. C'était les primitifs italiens. Parce que j'avais l'impression que dans des espaces en 2 dimensions, ils arrivaient à emboîter une espèce d'histoire et qu'en parcourant le tableau, on comprenait ce qu'ils voulaient raconter. Donc cette espèce de bande dessinée un peu, ou de dispositif en tout cas, où quelque chose était dit. Et moi j'adorais ça. Et, et bon, j'ai compris après que c'était aussi parce que il fallait raconter les évangiles aux gens qui ne savaient pas lire, hein, donc on devait raconter par le dispositif pictural des histoires. Mais du coup, ça donne lieu à une peinture à la fois très primitive et très conceptuelle en même temps, et très picturale. Alors pour moi, ça réunit tout ce que j'aime. Voilà. Et depuis, j'ai toujours aimé cet équilibre entre la matière, la pensée, le physique et le conceptuel, et j'ai toujours eu envie dans mon travail que rien ne soit au détriment de l'autre, que le concept soit investi dans la matière et que voilà, s'il y a de la matière, c'est aussi pour porter une pensée, pour véhiculer une pensée. Alors, donc les choses mûrissant dans ma tête, j'ai eu donc, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler cette question du langage en volume, et
donc je me suis dit, je vais essayer de faire des lettres en volume et après de voir comment je peux travailler avec. Donc j'avais toutes ces lettres en mousse et j'ai fait faire des moules de ces lettres en mousse. Et une fois que j'ai eu les moules, donc, qui étaient quelque chose comme ça, en plâtre, dans lequel, ou en résine, dans lequel on pouvait couler la lettre en volume pour obtenir la lettre en volume, et bien, par exemple là on a le E, on aurait eu le E, où est-ce que j'ai quelque chose? Le A. C'est pour comprendre le moule, qu'est-ce qui se passe. Donc une fois que j'ai eu ces moules, je suis restée assez longtemps avec ces choses et qui étaient posées à l'atelier et qui m'interpellaient à chaque fois parce que je trouvais que le fait d'avoir la lettre en creux ouvrait incroyablement l'espace du langage et que finalement l'espace de circulation que la lettre libérait m'intéressait plus que la lettre en volume qui induisait quelque chose de fermé. Et que si je libérais la lettre en volume, je retrouvais ce qu'on avait dans mes tableaux, c'est-à-dire une espèce de parcourabilité du langage. C'est-à-dire que le regard se promène dans les tableaux et que là, le regard pouvait se promener à l'intérieur du langage ou le corps dans l'échelle de matrice, puisque cette pièce s'appelle matrice, les échelles plus grandes. Donc, pour obtenir ça, il a donc fallu faire des moules. Donc, j'ai repris les moules des lettres en volume, j'ai fait faire des moules de ces moules pour ensuite faire des tirages en résine de cette première petite matrice en résine. Voilà. Et avec tout le langage qui vient sur le langage, parce qu'on se retrouve là, à cette échelle-là, en 5 cm, avec énormément de petits éléments. Donc là, ils sont rangés sagement, mais si je les installe et que je les déconstruis, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est de me rendre compte qu'en littérature, il y avait aussi toute cette question de la déconstruction du langage chez Derrida, etc. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que même en architecture, je m'intéresse beaucoup en ce moment à... Enfin, j'ai vu, pour le projet de matrice dans l'architecture, ma référence, c'est Peter Eisenman à Berlin, qui a fait un mémorial pour les Juifs, un mémorial juif qui est extraordinaire, qui est une espèce de grande place avec des pierres qui sont censées représenter des tombes, mais c'est des pierres de hauteur différentes. Et en fait, les gens s'assoient, ils restent, ils discutent, c'est devenu un truc incroyablement vivant. C'est une des vraiment réussites urbaines avec une œuvre d'une conceptualité et d'une physicalité à la fois extraordinaire. Et ça, moi, je trouve que c'est exactement ce qui me... Et donc, Peter Eisenman, il s'intéresse beaucoup à la question de la déconstruction, en fait. Et là, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir la matrice, elle peut être déployée, resserrée, elle peut respirer et induire autant de déambulation et de parcours dedans que possible. Et donc, et à cette petite échelle, c'est un peu comme les coquillages, les petits débris de coquillages qu'on trouve sur la plage. Du coup, c'est un peu comme la naissance du langage. Il y aurait le langage viendrait se déposer comme ça à son origine. Donc, voilà. Et après avoir fait cette première échelle en 5 cm, pour l'exposition à Nantes en 2014, l'espace était énorme. Donc avec Blandine Chavannes, qui s'était passionnée pour matrice dès le départ, on s'est dit que ça serait trop petit. Et donc j'ai proposé de doubler cette échelle sol, puisque celle-là c'est l'échelle sol. Et matrice existe en 3 échelles. Il y a l'échelle sol, l'échelle assise, donc qu'on présente dans l'exposition. À 45 cm, ça devient vraiment des bancs sur lesquels on peut s'asseoir. Et l'échelle corps à partir de 130 cm, où là, tout le corps est pris dans la circulation. Donc on a doublé cette échelle. Et là, par exemple, vous voyez des éléments. Ça, c'est comme un petit élément de la matrice en 10.
Donc là, on a le moule et on a la forme en plâtre originale dedans. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc je remonte un peu dans cette archéologie du langage, puisque du coup, comme j'ai trouvé que ces éléments étaient très beaux, j'ai fait faire des moules, des moules, des moules. Et ça, c'est par exemple un tirage en bronze voilà, de ces éléments-là en 10 cm.